Salut tout le monde, petite vidéo qui change de d'habitude, on va pas parler d'un pharaon, on va pas parler d'une divinité, on va juste faire quelques petites recommandations pour Noël, parce que à l'approche des fêtes, vous avez sans doute envie de mettre sous le sapin quelques trucs qui parlent d'Égypte ancienne principalement, mais pas seulement. Donc voilà, je vais vous parler de quelques bouquins, quelques jeux, etc. que j'ai beaucoup apprécié moi-même, et qui peuvent éventuellement faire de bonnes idées cadeaux pour Noël. Alors tout ce dont je vais vous parler, les bouquins, les BD, etc., je les possède tous et toutes moi-même, mais vu que je suis confiné en Allemagne et pas chez moi en France, du coup j'ai pas tout sous la main. J'en ai quelques-uns que j'ai amenés avec moi, mais je n'ai pas tout, donc c'est pour ça que je pourrais pas non plus filmer tous les trucs en main, puisque la plupart sont restés en France. On commence tout de suite avec un gros morceau, le livre de Damien Agut et Juan Carlos Moreno Garcia, L'Égypte des pharaons de Narmer à Dioclétien, paru en 2016. Ce livre s'intègre dans la collection des mondes anciens de l'éditeur Belin. Il y a d'ailleurs beaucoup de livres qui sont parus depuis 2016 sur d'autres périodes, d'autres civilisations, mais toujours à propos de l'Antiquité. Et ce bouquin sur l'Égypte ancienne, écrit donc par Damien Agut et Juan Carlos Moreno Garcia, il se concentre en grande partie sur l'histoire sociale et économique de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que vous n'y trouverez pas des biographies de pharaons, vous n'y trouverez pas de longues descriptions des monuments royaux, etc., des temples, tout ça. Ils y sont mentionnés, évidemment, tout est mis en contexte, mais ça se concentre vraiment sur la fameuse vie quotidienne des anciens Égyptiens, sur laquelle je ferai des séries de vidéos d'ailleurs. Mais voilà, ce bouquin, c'est vraiment un livre d'histoire socio-économique de l'Égypte ancienne. Vous y trouverez donc plein de choses sur l'administration en général, des plus hauts fonctionnaires jusqu'aux simples laboureurs, avec plein d'éléments qui permettent de mieux saisir l'histoire égyptienne dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois ce qui se passe du côté du palais, de la cour, et à la fois ce qui se passe aussi du côté du petit peuple, avec toutes les strates sociales que ça implique. Comme dans les autres bouquins de la même collection, un des gros points forts, c'est qu'il y a énormément de belles illustrations en couleur qui permettent vraiment de donner un cachet au bouquin et de mieux visualiser ce dont les auteurs sont en train de parler. C'est-à-dire que s'ils vous parlent par exemple d'un scribe ou d'un papyrus en particulier, vous aurez l'illustration qui va avec. Vous aurez une belle photographie qui vous permettra tout de suite de voir de quoi il s'agit et d'avoir en tête aussi l'image, ce qui est quand même assez intéressant. Plutôt qu'un pavé avec du texte brut, vous avez des illustrations bien fournies qui vous permettent de mieux comprendre tout ce dont les auteurs sont en train de parler. Un autre avantage du livre, c'est que le jargon est assez restreint. Il y a assez peu de vocabulaire technique et la bibliographie est très fournie. C'est-à-dire que si vous voulez aller encore plus loin que ce qui est proposé dans ce livre, vous pourrez trouver plein d'articles scientifiques et plein de bouquins très particuliers sur des sujets très précis qui vous permettront d'aller encore au-delà de ce qui est expliqué dans ce livre. En gros, c'est vraiment un ouvrage de référence sur l'histoire égyptienne et surtout sur l'histoire socio-économique de l'Égypte. Vraiment, pour moi, c'est un incontournable pour celles et ceux qui sont passionnés par l'Égypte ancienne et qui veulent prendre d'autres chemins que celui de la grande histoire que je traite d'ailleurs sur la chaîne, à travers mes biographies de pharaons, de dieux, etc. Et voilà, pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur la vie quotidienne des anciens Égyptiens, sur la façon dont fonctionnait l'administration, les impôts, etc., c'est vraiment un incontournable. Le petit point négatif, je vais donner un petit point négatif à chaque truc quand même pour pas avoir l'impression d'être trop dithyrambique sur chaque élément. Le petit point négatif, bon évidemment, sur une somme de 900 pages, vous vous doutez qu'il y a quelques passages qui sont parfois un peu plus lourds à lire, un peu plus compliqués, un peu moins sexy, voilà, pour ceux qui sont pas spécialistes forcément de l'Égypte ancienne ou qui sont pas de gros passionnés. Voilà, certains passages peuvent paraître un petit peu plus complexes, un petit peu plus indigestes. Donc voilà, c'est un petit point négatif que je voulais préciser, mais qui est absolument pas rédhibitoire pour celles et ceux qui voudraient lire ce livre. Deuxième bouquin, toujours dans la vulgarisation, dans l'accès au grand public, c'est celui de Pierre Tallet, Frédéric Perraudot, Chloé Ragazzoli et Claire Somaglino, qui est paru aux éditions Armand Collin en 2019 et qui s'intitule L'Égypte pharaonique, histoire, société, culture. Là encore, on est dans une somme qui traite l'histoire de l'Égypte dans sa globalité, depuis la préhistoire jusqu'à l'arrivée de Rome. On y trouve notamment une introduction sur la géographie égyptienne, sur le territoire en lui-même,
mais également sur l'écriture de l'histoire égyptienne, c'est-à-dire les sources des égyptologues, comment ils peuvent reconstruire cette histoire, à partir de quels documents ils travaillent, l'utilisation de l'archéologie, etc. Le développement est chronologique, ce qui est somme toute assez classique, et ça traite pour chaque période de l'histoire égyptienne depuis les hautes strates de la société, c'est-à-dire la vie au palais, les courtisans, la famille royale, etc. Mais avec aussi beaucoup de passages sur le peuple égyptien, comme dans le livre précédent, avec les différentes strates de la société, encore une fois. Ça parle donc autant des grands monuments et de ceux qui les ont fait construire, les pharaons notamment, que de ceux qui les ont construits pour de vrai, les ouvriers, les artisans, etc. Ça parle aussi des grands événements de l'histoire égyptienne, bien évidemment, c'est incontournable, mais aussi des lentes évolutions culturelles, c'est-à-dire de l'histoire dans son temps lent, dans son temps long. Comment certaines choses évoluent, comment l'art évolue, comment l'administration évolue, etc. Il y a donc les événements ponctuels et l'histoire qui se déroule sur un temps long. L'avantage de ce livre, du précédent également, mais de celui-là en particulier, c'est que, étant donné qu'il est récent, il se fonde vraiment sur des recherches égyptologiques très récentes, très à jour. De plus, l'archéologie y a vraiment une place très importante, puisque les auteurs fouillent eux-mêmes en Égypte régulièrement, notamment Pierre Tallet, mais pas seulement. Donc la place accordée à l'archéologie est vraiment importante, et c'est à souligner parce que c'est pas toujours le cas dans les ouvrages de vulgarisation et les ouvrages d'histoire en général. Le petit point négatif, c'est purement personnel, mais je tenais à le souligner, quelques passages manquent parfois un peu d'illustration. Ce sont des passages qui en plus peuvent parfois être un peu trop académiques dans leur rédaction, pas forcément les plus accessibles à un public très vaste. Mais comme pour le livre précédent, déjà c'est assez obligatoire comme écueil dans un livre de cette ampleur. Il fait presque 500 pages, ce bouquin, donc vous avez quand même une somme sur l'histoire de l'Égypte en 500 pages, ce qui est remarquable. Mais c'est vrai que les passages qui sont moins illustrés, qui sont un peu plus lourds dans la rédaction, encore une fois, ça peut en rebuter certains. Petit point négatif, mais absolument pas dramatique, qui moi en tout cas ne m'a pas perturbé. C'est vraiment un bouquin que j'ai lu avec grand plaisir, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous y trouveront leur compte. Troisième livre, un petit livre ce coup-ci, je crois qu'il fait un peu moins de 130 pages, oui voilà, il fait 120 pages à peu près. C'est le livre de Dimitri Labouri, Idées reçues sur l'Égypte pharaonique. C'est dans la collection des idées reçues des éditions Le Cavalier Bleu, et c'est paru en 2001, et ça a été réédité assez récemment. Comme son nom l'indique, dans ce bouquin, l'auteur, donc Dimitri Labouri, un égyptologue belge très reconnu, démonte plusieurs idées reçues sur l'Égypte ancienne, certaines très connues et très répandues, certaines un petit peu moins. Alors les sujets sont très divers, ça va de l'obsession de la mort en Égypte, de l'Égypte comme soi-disant don du Nil, de la couleur de peau des anciens Égyptiens à la place de la femme dans la société, de la malédiction de Toutankhamon à l'art en général, bref, des sujets très divers, tout le monde y trouvera son compte, même ceux qui sont moins intéressés par l'égyptologie que les gros passionnés. C'est un bouquin donc de 120 pages environ, donc déjà c'est assez simple à lire, assez rapide. Le vocabulaire utilisé est très clair, il n'y a pas de jargon, c'est vraiment très précis. Chaque chapitre a quelques pages qui suffisent largement à tout expliquer. Vraiment c'est un livre qui s'adresse à un public très large, très vaste, et tout le monde y trouvera son compte, c'est sûr et certain. Le point négatif, évidemment sur un livre de cette taille, certains passages peuvent paraître un peu courts, pas dans le sens où l'auteur n'arrive pas à tout expliquer, mais on aimerait simplement en avoir plus à se mettre sous la dent en fait. C'est tellement intéressant et c'est tellement expliqué avec brio et avec intelligence qu'on aimerait vraiment que ça continue encore 10 ou 20 pages. Mais l'avantage quand même, c'est que, ok ça c'est un petit point négatif, la contrepartie, c'est qu'on n'est pas noyé sous les informations. Je veux dire, si vous voulez vraiment juste un livre comme ça, pour vous détendre, pour apprendre 2-3 petites choses mais sans vous prendre la tête, c'est juste parfait, vous n'êtes pas noyé sous les infos, il n'y a pas une bibliographie de 50 pages derrière. Donc vraiment, pour celles et ceux qui veulent apprendre des trucs sans se prendre la tête, c'est l'idéal. On continue avec 2 romans. Après avoir fait les livres scientifiques de vulgarisation, je vais vous parler de 2 romans et séries de romans que j'aime beaucoup sur l'Égypte ancienne. Le premier, c'est le roman de Eric Giacometti et Jacques Raven, Lux Tenebrae, qui est paru en 2011 et que vous trouvez aujourd'hui au format poche. C'est un roman policier qui mêle des enquêtes dans le présent, notamment une mort à élucider, ce qui somme toute est assez classique dans les romans policiers, et une enquête durant l'Antiquité, et plus précisément sous le règne d'Akhénaton de la 18e dynastie.
Je vous renvoie pour ça à ma vidéo sur ce roi, vous y apprendrez tout ce qu'il faut savoir avant ou après d'avoir lu le roman. C'est donc un roman policier dans 2 timelines différentes, qui mêlent des sujets très divers, ça parle de franc-maçonnerie, d'expériences paranormales, de vie parallèle, de la vie d'une enquête en général aussi, et des enquêteurs qui la font. C'est une aventure qui est vraiment bien documentée, très bien écrite, vraiment, je l'ai trouvé passionnant ce bouquin, je l'ai vraiment dévoré. Bon, évidemment, le petit point négatif, mais ça vous vous en doutez puisqu'il s'agit d'un roman, certaines informations historiques sont un peu noyées au milieu d'un ensemble romancé et ésotérique, parce qu'il y a beaucoup d'ésotérisme dans ce bouquin, ça parle voilà, de franc-maçonnerie, de sociétés secrètes, etc. Certaines informations historiques sont pas forcément très justes, mais si vous aimez les romans policiers en général, si vous aimez l'Égypte ancienne, mais que vous n'êtes pas forcément à cheval sur la précision historique à l'année près dans les romans, honnêtement c'est vraiment un régal ce bouquin. Pour ceux qui veulent un bon roman policier avec de l'Égypte ancienne dedans, bah voilà, vous savez quoi faire. Le deuxième roman que je voulais conseiller n'est pas un roman mais une série de romans du célèbre Christian Jacques. Je pense que tous ceux qui aiment l'Égypte ancienne, qui se passionnent pour l'Égypte ancienne, connaissent Christian Jacques et son énorme bibliographie sur le sujet. Christian Jacques qui est d'ailleurs docteur en égyptologie, donc bon, au niveau des connaissances, on peut quand même lui faire confiance. Et la série que je voulais vous conseiller, c'est la série Ramsès, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement déjà, qui est parue en 1995 et 96, donc ça commence à faire quelques années, mais qui est toujours un régal. Ça a été un livre de chevet, moi, vraiment, pendant très longtemps. Je les ai lus plusieurs fois et c'est toujours un régal à lire encore aujourd'hui. C'est donc une saga en 5 volumes qui raconte l'histoire de Ramsès II, le pharaon qui a quand même vécu assez longtemps. J'ai fait des vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Avoir donc 5 romans sur un pharaon qui a vécu si longtemps, c'est pas du tout surprenant, d'autant plus quand on sait que durant sa vie, il a quand même fait beaucoup de choses, entre les monuments, les guerres, sa famille, etc. C'est vraiment un pharaon duquel on a une documentation absolument énorme. Et Christian Jacques va nous donner, au fil de cette série, énormément d'informations sur Ramsès II et sur sa vie en général, sur la vie de l'Égypte tout autour durant son règne. On a donc beaucoup de faits, de personnages, de lieux qui ont vraiment existé, bien sûr. C'est un roman, donc forcément, il ajoute des choses, il en enlève certaines, il en raccourcit d'autres, mais de manière générale, c'est une série que je trouve passionnante sur l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire égyptienne, et c'est vraiment accessible à tous. Les néophytes, les passionnés, même les égyptologues, j'ai plein de collègues qui ont lu ces bouquins et qui ont adoré, je pense que je suis loin d'être le seul. Le seul point négatif que j'ai trouvé à dire, puisque j'essaye toujours de trouver quelque chose quand même, c'est que certains personnages, je les trouve un peu fades, c'est-à-dire qu'ils sont moins bien développés, le développement des personnages est un peu inégal. Bon, c'est une saga de 5000 pages, presque au total, donc évidemment, il y a certains personnages qui passent plus à la trappe que d'autres. Il y a aussi certaines résolutions de péripéties qui sont un peu faciles, c'est-à-dire que pour faire avancer l'histoire, il faut bien que certaines choses se passent, il faut bien que certaines choses se simplifient d'une certaine manière. Mais bon, on est dans un roman, on est dans quelque chose qui s'adresse à tout public, et on est surtout dans un roman qui prend un règne long et dense. Donc évidemment que si l'auteur avait tout traité dans le détail, déjà ce serait pas 5000 pages mais 15 000 qu'il faudrait, et là on tomberait presque dans l'ouvrage d'égyptologie, quoi. Donc certains lecteurs pourraient se dire bah non, moi j'ai pas acheté ces bouquins là pour ça, donc c'est tout à fait normal. On passe maintenant à une bande dessinée, ou plutôt 2 bandes dessinées, puisqu'il s'agit d'une série en 2 volumes. C'est Cléo la petite pharaone. C'est paru en 2015-2016, donc c'est assez récent. Et c'est une BD donc en 2 volumes, qui raconte évidemment de petites histoires à l'époque de Cléopâtre, comme son nom l'indique. Précisons tout de suite, ça ne raconte pas la vie de Cléopâtre, ce n'est pas la vraie histoire de Cléopâtre. Il y a évidemment de véritables événements, de véritables personnages dedans, notamment tout ce qui est la famille même de Cléopâtre, ses parents, ses frères et sœurs, etc. Mais ce que la BD nous raconte, ce sont des petites histoires qui sont inventées alors que Cléopâtre est encore une enfant et qu'elle vit au palais avec sa famille. Comme je disais, certains événements et certains traits culturels de l'époque sont racontés, sont expliqués, et c'est d'ailleurs très bien mis en scène, je trouve, mais les petites histoires, c'est souvent des gags, voilà, puisque la BD s'adresse plutôt à un jeune public, des gags pour lesquels l'époque ptolémaïque, l'enfance de Cléopâtre, est une sorte de prétexte. L'intérêt, par contre, c'est qu'il y a un dossier final dans cette BD,
Un dossier historique pour en apprendre plus sur la vie de Cléopâtre et sur la période ptolémaïque en général, sur la période de domination grecque de l'Égypte. Ce dossier final, il est rédigé par Virginie Joliton, qui est docteur en égyptologie, et qui est accessoirement une amie, et qui m'a notamment aidé sur mon script de la vidéo sur Cléopâtre, que j'ai faite il y a déjà quelques mois de ça. Donc c'est un dossier qui est bien expliqué, bien documenté, qui s'adresse à la fois aux plus jeunes, mais pas seulement, et ça complète vraiment parfaitement cette BD, qui est une BD légère, vraiment très rafraîchissante, mais qui, au fond, a quand même un substrat historique vraiment intéressant et documenté. Le seul point négatif que je relève, c'est que quelques gags sont parfois un peu forcés, c'est-à-dire, bon, ce sont des gags un petit peu clichés de la BD jeunesse, des trucs qu'on retrouve déjà ailleurs, et qui là, ont un petit peu l'époque de Cléopâtre comme décor, donc ça change, mais le gag reste le même. Par contre, l'univers graphique lui-même, c'est coloré, c'est dynamique, c'est vraiment intéressant. Il y a une vraie recherche dans les décors, notamment autour de l'Égypte de cette époque-là. Donc même si quelques gags tombent à l'eau parfois, c'est une jolie BD pour en apprendre un petit peu plus sur l'Égypte de cette époque-là. Donc moi je trouve que pour des enfants, pour de jeunes adolescents, à mettre sous le sapin, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Il existe également un manga sur Cléopâtre, toujours, hein, vraiment cette reine fascine à un point, c'est assez extraordinaire. Donc un manga de l'éditeur Nobinobi, qui est sorti cette année, en 2020, et qui là, ce coup-ci, raconte l'histoire de Cléopâtre, la vie de Cléopâtre. C'est vraiment un manga biographique, en quelque sorte. Évidemment, vous vous en doutez, certains passages sont romancés, il y a des raccourcis vis-à-vis de l'histoire, bien évidemment, comme dans un roman, en quelque sorte. Mais le scénario est vraiment fidèle à la réalité et les personnages majeurs de cette époque sont très bien intégrés. César, Marc-Antoine, Octave, Charmion, la servante de Cléopâtre, le frère de Cléopâtre, son père à qui elle succède, etc., etc. Malgré les passages romancés et les raccourcis, l'époque dans laquelle a vécu Cléopâtre, son règne, c'est très bien expliqué, c'est très bien raconté, en assez peu de pages, hein, finalement, là je ne sais pas, ouais voilà, il y a une centaine de pages en gros. Donc en une centaine de pages, vous avez la biographie de Cléopâtre en manga. Pour des plus jeunes, c'est un bon moyen d'apprendre la vie de Cléopâtre et d'en apprendre plus sur les événements qui se sont passés à cette époque. D'ailleurs, je dis que c'est destiné à un public assez jeune, ce qui est évidemment le cas, mais d'un autre côté, les passages tragiques de cette histoire ne sont pas du tout éludés. C'est-à-dire que tout ce qui est les assassinats, les jeux de pouvoir, les jeux de séduction, etc., les mariages politiques, etc., etc., rien n'est éludé vraiment. Lorsque Pompée se fait assassiner, c'est expliqué. Lorsque César est assassiné également, c'est expliqué, etc., etc. C'est pas enjolivé pour passer en tout public, en quelque sorte. Alors évidemment, vous verrez pas de tête coupée ou je ne sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Tout ça est hors champ, si je puis dire. Mais les passages sombres ne sont pas évités, vraiment. Et ça, c'est un point que je voulais souligner, je trouvais ça important. Vous trouvez également un petit dossier historique à la fin du manga aussi, avec des illustrations, notamment l'explication de tous les personnages, leur date de naissance et de mort, ce qu'ils ont fait dans leur vie résumé, même les personnages secondaires d'ailleurs, hein, ceux qui ont fait les triumvirats avec César et Pompée par exemple, ou avec Antoine et Octave. Bref, un petit dossier historique de quelques pages, qui parle aussi des merveilles du monde antique. C'est vraiment intéressant, c'est un plus, c'est une plus-value dans ce manga, je trouve. Le point négatif, bon, en dehors des raccourcis historiques qui sont un peu propres au genre, vous vous doutez bien, c'est pas un bouquin d'histoire, donc il y a forcément des raccourcis. Le point négatif, moi je trouve que les dessins sont pas extraordinaires, c'est joli, il y a de très beaux décors, les monuments sont très très beaux. Je trouve les personnages pas forcément tous très beaux, assez inégaux dans le dessin en général. Mais de 1, je suis pas spécialiste, donc c'est vraiment qu'un avis personnel. Et de 2, ça n'empêche que l'identité graphique reste quand même très appréciable, avec un vrai effort sur les détails, notamment les couronnes que porte Cléopâtre, les vêtements que portent les Romains. Et ça, pour le coup, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le dessin est peut-être parfois un peu simple, par contre au niveau des détails historiques, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. La prochaine idée cadeau, c'est pas un livre, c'est pas un DVD, c'est un jeu. En l'occurrence, un escape game à faire sur table. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un escape game, en bref, lorsque vous le faites dans la vraie vie, c'est-à-dire dans un décor, dans une ambiance, vous êtes lâché dans une pièce et vous avez des énigmes à résoudre pour vous sortir de cette pièce en un temps donné, la plupart du temps 1 heure.
Bah ici c'est la même chose, sauf que vous pouvez jouer sur table avec des amis. Moi je recommande à peu près 4-5 joueurs maximum, ça va jusqu'à 6, mais 4-5 joueurs je trouve que c'est pas mal, c'est assez intéressant. En gros, vous êtes lâché dans une tombe en Égypte ancienne, attribuée à Toutankhamon dans le jeu, mais peu importe. Et il faut vous échapper de cette tombe pour ne pas subir la malédiction du pharaon. On la retrouve, elle est toujours là, elle est jamais loin. Donc voilà, vous êtes lâché dans cette tombe, vous avez plein de petits trucs à utiliser, des objets, des énigmes à résoudre, pour vous échapper de cette tombe dans un temps le plus court possible. Cet escape game, il s'appelle Le Tombeau du Pharaon, c'est édité par Yellow et c'est sorti en 2017. Je l'ai fait moi-même avec des amis, je le dis tout de suite, il est très difficile. Déjà pour ceux qui n'ont jamais fait d'escape game, c'est à éviter, hein. Commencez par des scénarios plus simples parce que celui-ci est vraiment compliqué, avec beaucoup de mécaniques pas du tout évidentes, des énigmes très complexes. Donc pour ceux qui adorent les escape games, qui aiment bien aussi que ça leur résiste un petit peu, bon bah là foncez, hein, vraiment c'est un régal. Pour ceux qui débutent ou qui n'aiment pas trop la difficulté ou qui jouent avec des enfants par exemple, celui-ci est vraiment trop compliqué. Voilà, ça je le dis tout de suite, évitez-le. Par contre, n'hésitez pas à vous renseigner sur les autres scénarios qui existent chez cet éditeur, mais pas seulement, hein, chez d'autres. Alors, je le précise, il n'y a rien d'historique dedans. C'est un jeu d'énigmes, mais il n'y a absolument rien d'historique. Vous avez des petits hiéroglyphes, des petits objets qui ont vraiment existé. Mais c'est pas un jeu qui va vous apprendre l'histoire de l'Égypte, c'est vraiment un pur divertissement. Comptez à peu près 1 à 2 heures pour le terminer, selon votre niveau, mais vous apprendrez pas grand chose sur l'Égypte ancienne. Mais je le précise parce que ne vous attendez pas à avoir un dossier historique sur Toutankhamon avec la boîte, hein. Non, 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 pas du tout. Le point négatif, mais ça c'est propre à tous les escape games de cette collection, c'est qu'il n'est jouable qu'une seule fois. Vous avez des éléments que vous devrez déchirer, démonter, ou sur lesquels vous devrez écrire avec des stylos. Donc c'est vraiment une partie unique, hein. Quand vous achetez la boîte, vous y jouez une fois et après c'est terminé parce qu'il y a plein d'éléments que vous aurez détruits ou chiffonnés ou je ne sais quoi. Vous ne pourrez pas revendre ou échanger cette boîte. C'est vraiment un usage unique. Mais ça, c'est propre aux escape games de cet éditeur. Donc, il ne faut pas être surpris. Une fois que vous êtes prévenu, voilà, vous y jouez une fois. En tout cas, moi, je le conseille aux amoureux d'escape game ou aux passionnés d'Égypte ancienne qui veulent se prendre un petit jeu de réflexion un peu compliqué pour passer une soirée là pendant 2 heures à vraiment carburer là-dessus. Si vous aimez les escape games et que vous aimez les jeux d'énigmes qui vous résistent un petit peu, foncez, vous allez passer un super moment. On termine avec une série de 3 documentaires sortis sur Arte en 2012, mais que vous pouvez retrouver en VOD sur le site, hein. Évidemment tous les liens sont dans la description. Ce documentaire s'appelle Pharaon de l'Égypte moderne. Vous vous en doutez, vu le titre, ça parle pas d'Égypte ancienne. C'est d'ailleurs le seul point négatif que j'ai trouvé à ces documentaires, si tant est que ce soit un point négatif. Cette série est en 3 épisodes, d'1 heure chacun environ, et ça commence à la fin de la monarchie égyptienne contemporaine, donc au début des années 50, et ça va jusqu'à la révolution égyptienne de 2011, qui a fait tomber le régime d'Hosni Moubarak. On y retrouve 60 ans de politique égyptienne et de vie socio-économique du pays, retracés donc en 3 heures d'archives, d'analyses, de commentaires d'historiens, etc., etc. Le premier épisode parle du président Nasser, ce président qui voulait une Égypte laïque incluse dans une fédération de pays arabes, et qui est resté un des grands noms de la politique égyptienne encore aujourd'hui. Alors évidemment, Nasser, comme tous les autres, hein, il avait aussi des points négatifs, hein, un règne parfois un petit peu absolu, une façon de voir les choses parfois très contestée chez lui, mais aussi à l'international. C'est notamment sous son gouvernement aussi qu'il y a eu la déroute égyptienne de 1967 contre Israël. Bref, c'est un président très ambivalent, qui ne laisse pas indifférent, et vraiment sa vie, et notamment son passage à la présidence, c'est absolument passionnant. Le deuxième épisode se concentre sur la présidence d'Anwar el-Sadat, ce président qui, contrairement à son prédécesseur, a accordé une place très importante à l'islam et qui s'est associé à de nombreux mouvements et de nombreuses associations religieuses, parfois extrémistes, hein, il faut bien le dire, mais des associations, des alliances qui lui ont permis d'arriver au pouvoir et surtout d'asseoir sa mainmise sur l'Égypte. Lui aussi, hein, on lui a reproché beaucoup de choses évidemment, notamment certains lui ont reproché cette alliance avec l'islam radical, d'autres lui ont reproché les tentatives de paix avec Israël, son alliance avec les États-Unis, etc. C'est donc une présidence très contrastée, très dense, très fournie, qui se finit assez tragiquement, hein, vous le verrez, mais incontournable pour comprendre l'Égypte d'aujourd'hui. Vraiment, la présidence de Sadat, c'est un incontournable pour comprendre comment fonctionne l'Égypte aujourd'hui.
Le troisième épisode, enfin, se concentre sur Hosni Moubarak, qui est d'ailleurs décédé en février de cette année, donc c'est assez récent. Moubarak qui resta président durant près de 30 ans après avoir été vice-président, donc il a été au sommet de l'État durant plus de 36 ans, c'est quand même pas rien. Sa présidence a notamment été marquée par une importance majeure accordée à la sécurité et à l'ordre, une place pour la police et pour l'armée de plus en plus importante au fil des années, jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions en 2011 lors de la fameuse révolution égyptienne. Je pense que tous ceux qui s'intéressent un peu à l'Égypte ont encore cette date en tête. Ensuite, il y a eu des élections, les frères musulmans, jusqu'au général Al-Sisi qui est encore à la présidence aujourd'hui. Mais le documentaire s'arrête en 2011 lorsqu'il est destitué sous la pression de la rue. En résumé, c'est vraiment un triptyque absolument fascinant pour mieux comprendre la République égyptienne, depuis sa création jusqu'au soulèvement justement de 2011. Les archives utilisées sont très riches, les commentaires sont absolument passionnants. Moi j'ai découvert plein d'images que j'avais jamais vues de ma vie sur la présidence de ces trois hommes-là. La narration est bien faite. Bon bref, c'est un documentaire d'Arte, 9 fois sur 10, c'est très réussi. Là c'est le cas, clairement. Comme je disais, le seul point négatif c'est que ça parle pas d'antiquité, donc ceux qui sont vraiment là pour l'Égypte ancienne, bon bah ça va pas forcément vous passionner. Mais moi-même avant j'étais pas spécialement intéressé par l'Égypte contemporaine, et je me suis surpris à trouver ça vraiment fascinant. C'est bien raconté et ça donne beaucoup de clés pour comprendre pourquoi l'Égypte est comme ça aujourd'hui. Donc vraiment, pour ceux qui aiment l'Égypte, qui sont déjà allés en Égypte ou qui aimeraient y aller, c'est un incontournable, vous en apprendrez énormément, c'est sûr et certain, donc foncez. Voilà, je m'arrête là pour mes recommandations pour Noël, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées à mettre sous le sapin pour les fêtes. Moi en tout cas, tous ceux dont je vous ai parlé, je les ai chez moi, j'ai pas pris des trucs sur internet au pif, et c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup aimées à titre personnel, donc c'est pour ça aussi que je voulais vous les recommander. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus avec ça. Si jamais vous vous les faites offrir, vous les achetez, etc., n'hésitez pas à me faire un petit retour, sur Twitter, sur Facebook ou en commentaire, pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vraiment pointé des qualités, des défauts à toutes ces choses. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis là-dessus. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que toute la situation actuelle s'arrange quand même, c'est ce qu'on souhaite avant tout. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur l'Égypte ancienne bien sûr. Je vous dis à la prochaine!